Bonjour, donc là je vais faire avec vous l'implémentation en Python 3 d'un algorithme dont l'objectif est de chercher une éventuelle racine entière comprise entre -100 et 100 pour un polynôme de degré 3. Un polynôme de degré 3 pour lequel les coefficients a, b, c et d sont entiers, parce que Python calcule très bien en valeur exacte avec les nombres entiers. Il y a des petits problèmes quand il calcule avec des nombres qui ne sont pas entiers, même si on peut toujours s'arranger. Alors pour cet algorithme, ce n'était pas obligatoire, mais j'ai décidé d'utiliser une fonction. Alors c'est pas obligatoire pour cet algorithme, mais ça me permet de vous montrer le fonctionnement justement des fonctions qui sont en programmation, qui sont vraiment très pratiques. D'accord. Donc pour définir une fonction, c'est le mot-clé def. Ensuite, vous mettez le nom de votre fonction. Donc là, on avait décidé de l'appeler test racine. Et puis les paramètres de votre fonction. Deux points pour finir la fonction. Ensuite, Spider, une fois que vous avez appuyé sur la touche entrée, il fait l'indentation automatiquement. Donc ça, c'est une fonction qui va, de manière générale, chercher à savoir si pour la valeur x, si x est racine du polynôme ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. D'accord. Là, je ne vais pas utiliser le module math pour la fonction puissance, je vais utiliser la double astérisque. Donc là, je vais mettre la condition if. Donc if a fois x au cube plus b fois x au carré plus c fois x plus d égale 0, double égal, parce que c'est une vérification. Donc si x est une racine, je retourne le booléen true. Je vais vous expliquer après le principe des variables booléennes. Donc le vrai dans l'algorithme, en langage naturel, c'est true. D'accord. Et là, ensuite, je mets return false. D'accord. Alors, première chose à comprendre, on pourrait penser, quand on définit cette fonction, qu'ici, j'ai besoin de mettre un sinon, c'est-à-dire un else. D'accord. Et faire quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez faire ça. Ça marchera tout pareil. OK. Mais le else, ici, dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire quand vous avez le mot-clé return. D'accord. Alors ça, c'est important à comprendre. Parce que le return, quand il y a un return dans une fonction, quand il y a un return qui est effectué, eh ben, la fonction, elle effectue son retour et elle s'arrête. C'est-à-dire qu'elle ne va pas regarder les instructions qu'il y a après. D'accord. C'est pour ça qu'ici, en fait, dans cette fonction, comme j'ai l'utilisation du mot-clé return, comme j'ai un retour, je n'ai pas besoin de mettre le sinon. Il va tester si x est une racine de mon polynôme. Si c'est une racine, il return true et il arrête la fonction. Il ne va pas regarder les instructions qu'il y a après. Par contre, si la condition du if n'est pas réalisée, d'accord. Donc à ce compte-là, ce retour-là, il n'est pas fait. Et là, il va voir ce qu'il y a après le if. Et à ce compte-là, il retournera faux. D'accord. Ça, c'est une première chose à comprendre. Alors, c'est très important, ok, parce qu'on utilise souvent des retours dans une fonction. Toutes les fonctions ne nécessitent pas des retours, mais là, en l'occurrence, la fonction qu'on a, elle en nécessite un. Et si on comprend bien ce que fait le retour, que quand une fonction, elle fait un retour, elle fait son retour et elle s'arrête, c'est-à-dire qu'elle stoppe la fonction, elle ne va pas regarder ce qu'il y a après, avoir les instructions qu'il y a après le retour. Bah là, par exemple, on n'a pas besoin de mettre un sinon en algorithme ou un return en programmation. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que là, si je lance mon programme, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que ma fonction, je l'ai définie, mais j'en fais rien. Je ne l'ai pas appelée dans une instruction ou quoi que ce soit, je l'ai juste définie. D'accord. Donc justement, il faudra que ensuite j'appelle cette fonction. Maintenant, je vais demander les coefficients de ma fonction. Alors là, on prend que des coefficients entiers. Donc j'utilise le tube int pour convertir en entier. D'accord. Je vais mettre des guillemets ici. OK. Puis je vais mettre entrée le coefficient de degré 3. OK. Bon, puis je vais répéter ça pour B, C et D. OK. B, C, D. Puis
là, c'est le coefficient de degré 2, là, le coefficient de degré 1, et là, le coefficient de degré 0. Puis je vais commencer ce qu'on pourrait appeler mon programme principal. Généralement, j'aime bien mettre deux sauts de ligne après la définition d'une fonction. Donc là, je vais commencer mon programme. Alors pour, c'est for, hein, dans la plupart des langages de programmation. Alors pour i allant de moins 100 à 100, en Python, on utilise l'instruction range, qui me fait une liste d'entiers. Alors, si vous faites ça, ça serait beau. C'est ça qu'il faut faire. Là, on est presque bon. Là, c'est presque pour i allant de moins 100 à 100. Sauf que l'instruction range, elle vous décrit les entiers. Elle commence bien par le premier que vous mettez en paramètre. Par contre, elle s'arrête un cran avant le dernier que vous mettez. C'est-à-dire que si là, je veux que ça décrive tous les entiers de moins 100 à 100, il faut que je fasse range moins 100, 101. Il y a une raison pour ça. Ce n'est pas du tout un bug de Python 3. Il y a une raison pour ça. J'aurai l'occasion éventuellement de vous l'expliquer. D'accord? Donc là, if, je peux reprendre ce qu'il y a là. Par contre, quand vous appelez votre fonction, il n'y a plus le def, bien sûr. Le def, c'est juste pour la définir. Là, par contre, je veux qu'il teste que i est une racine. D'accord? Donc si j'ai ça, à ce compte-là, je lui fais afficher. Je vais utiliser les f-strings pour concaténer contenu de variable et texte brut. I est une racine. Voilà. D'accord? OK? Et s'il ne trouve aucune racine, eh ben, il affichera rien. J'ai un dernier truc à vous expliquer qui est très important. Déjà, je vais vous montrer que ça marche. Enfin, je ne sais pas si ça marche parce que j'ai peut-être fait une erreur de syntaxe, donc je vais le lancer. Donc ici, je vais rentrer x au cube, moins x carré, moins x, moins 2. Et normalement, 2 est une racine. Voilà, il trouve que 2 est une racine. OK? Ce que je voulais vous expliquer, donc ça a l'air de marcher, ça a l'air de fonctionner déjà. OK? Et ce que je voulais vous expliquer, c'est deux derniers points. La condition du if doit vous perturber parce que justement, on a l'impression que ce n'est pas une condition. Généralement, dans un if ou un si en algorithmique, vous mettez quelque chose du style, par exemple, if a égale 2. Sous-entendu, si le contenu de la variable a est égal à 2, vous effectuez les instructions du if, d'accord? Et puis si ce n'est pas vérifié, ben, vous sautez les instructions du if. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous rentrez une condition comme ça, if a égale 2, en fait, le if il va être effectué si le retour de a égale 2, c'est true. Parce que ce que fait un langage de programmation quand il a une instruction comme ça, if a égale 2, il va regarder ce qu'il y a dans la variable a, il va le comparer à 2. Si c'est égal, il retourne true. Et si c'est pas égal, il retourne false. Et donc en fait, un if, il est effectué quand la condition du if retourne true. D'accord? Et ici, comme ma fonction, elle retourne justement un booléen, soit true, soit false, et bien, quand i va être une racine de mon polynôme, ça, ce qui est surligné en bleu, ça va retourner true, et il y aura donc if true, et il va effectuer le if. Donc retenez ça, en fait, un if, il est effectué quand le retour de la condition, c'est true. Et quand vous rentrez une condition du type a égale 2, en fait, il y a un retour qui est effectué soit true, si on a bien a égale 2, soit false, si ce n'est pas le cas. D'accord? OK? Par exemple, si vous mettez une instruction toute bête du style if true et effectuez les instructions, eh ben, elles seront toujours effectuées parce que vous avez mis dans votre condition true. D'accord? Autre chose, dernier point, comprenez que ici, quand j'ai défini ma fonction, et généralement c'est plus propre, on préfère faire ça, je peux ici mettre des noms de paramètres à ma fonction générique que j'adapte ici. D'accord? Ce sont les paramètres génériques de ma fonction. J'enregistre, CTRL-S. Mais là, je laisse les A, B, C, D. Et je vais appeler ma fonction. D'accord? Et le programme, de lui-même, quand je vais appeler la fonction test_racine, il va appliquer cette fonction-là en remplaçant X par I, E par A, F par B, G par C et H par D. Et je peux vous montrer que ça marche. Je fais F5 pour relancer. Je vais rentrer
toujours x au cube moins x au carré moins x moins 2, il n'y a pas de problème, hein. Il a travaillé avec le polynôme x au cube moins x au carré moins x moins 2 et il a trouvé que 2 était une racine. D'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses dans ce programme, beaucoup de finesses. C'est pas compliqué, mais essayez de bien comprendre ça parce que c'est important. Alors bien évidemment, ici, j'aurais pu ne pas définir une fonction et puis faire ce test-là, l'intégrer dans mon programme principal, si vous voulez, et puis j'aurais fait afficher, et puis ça aurait très bien marché. Mais comprenez qu'une fonction, c'est pratique, parce que si jamais je faisais un programme où j'ai besoin de tester pour différents polynômes de degré 3 si des nombres sont des racines ou pas, à plusieurs endroits dans mon programme, d'accord? Et bien ici, je n'ai qu'à appeler la fonction. Le calcul où je rentre mes astérix, ma syntaxe, mes doubles astérix, tout ça, ben je ne le fais qu'une fois, je le fais que dans ma fonction. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, je peux réutiliser ma fonction. Donc finalement, quand on a un procédé qu'on risque d'utiliser plusieurs fois dans un programme, eh bien c'est bien de le faire qu'une seule fois dans une fonction, et ensuite dans son programme, on appelle la fonction. Voilà.